Il a commencé à gémir dans la nuit de vendredi à samedi. Au début, c'était un son grave et rauque, comme si quelqu'un frottait un chiffon humide sur du marbre. Au matin, les gémissements se sont transformés en râles, à midi en cris, et le soir en supplications inarticulées. Les serviteurs se regardaient, mais personne n'osait entrer. La chambre du roi était fermée de l'intérieur, non pas par le verrou, mais par la volonté du mourant lui-même. Il avait interdit à quiconque de toucher son corps. Selon le rapport du capitaine de la garde, les pièces étaient remplies d'une odeur de chair en décomposition le troisième jour, alors que la porte était toujours fermée. La clé était conservée par le valet de chambre, mais celui-ci avait disparu. Plus tard, on le retrouvera mort dans la rivière, le crâne fendu et les orbites remplies de verre. Le roi avait 64 ans. Il avait régné pendant 30 ans et survécu à 3 complots, 2 épidémies et à sa fille, brûlée pour hérésie. Au cours des derniers mois, son visage était devenu gris, son haleine sentait le miel et le pu, et sa langue était tellement enflée qu'il ne pouvait plus prononcer de phrases complètes. Selon le cuisinier, il regardait la viande comme un ennemi, mais demandait plus de sel. Il ne buvait que de l'eau mélangée à de l'opium, s'arrachait les ongles et mangeait sa propre mucosité. Les appartements du troisième étage du palais étaient recouverts de tissus imbibés de vinaigre. Cette mesure n'était pas esthétique. Les murs dégageaient une odeur nauséabonde qui faisait vomir les soldats dans les couloirs. Les serviteurs reçurent l'ordre d'accrocher des sachets remplis de cendres et de romarin, mais l'air restait épais comme de la poix. Le 7e jour, les portes furent ouvertes sur ordre du prince héritier. À partir de ce moment, toutes les conversations se faisaient à voix basse. Le rapport de l'évêque indique: « Nous sommes entrés dans la pièce et nos pieds ont commencé à coller au sol. Les draps étaient noirs de sang coagulé et le lit était collé à la peau du souverain. Il ne reconnaissait personne. Ses yeux étaient troubles et vitreux. Il avait un trou dans la joue d'où sortaient des larves. Sa poitrine ne respirait pas, mais tremblait comme si quelqu'un s'agitait dessous. Les médecins refusèrent d'entrer. La version officielle était la crainte d'une fièvre contagieuse. La vraie raison était la peur d'être puni. Le dernier médecin, appelé sur ordre du régent, fut retrouvé dans l'écurie, le crâne retourné. Son visage avait été brûlé à la chaux. Les huissiers transportèrent le corps sur un lit propre et l'essuyèrent avec des chiffons imbibés de vin. Cela provoqua chez le roi un accès de cris. Il criait comme s'il était en train d'être bouilli. Du pu noir coulait de son nombril et un liquide à l'odeur de choux pourris s'écoulait de ses aisselles. Selon les rapports, l'un des gardes s'évanouit et mourut 2 jours plus tard, étouffé. Le 8e jour, le prince-évêque ordonna de célébrer le sacrement de pénitence. Le roi ne put se confesser. Sa langue était blanche, couverte de crevasses et d'un œdème. Le prêtre qui s'approcha du lit sentit une chaleur s'échapper de la bouche du souverain comme d'un fourneau. Il abandonna la croix et s'enfuit. Les rumeurs sur ce qui se passait commencèrent à se répandre dans la ville. Les femmes se mirent à prier sur la place. Les cloches sonnèrent dans les monastères. Les pauvres affirmaient avoir vu des oiseaux sans yeux au-dessus du palais. Les marchands fermèrent leurs boutiques. Les enfants cessèrent de naître. Un chroniqueur a laissé cette note: « Le roi pourrit vivant. Sa chair n'attend pas la mort, elle la devance. » Le prince, désireux d'accélérer la mort, ordonna d'ajouter à son vin
un breuvage à base de racines de belladone et de mercure. Mais le roi vomit le contenu de son estomac dans son lit. On cessa alors de le nourrir. On lui donnait seulement à boire de l'eau bouillie avec de l'opium. Il se mit alors à gémir sans discontinuer, à être pris de convulsions, et un jour, il se mordit la lèvre. La chair resta suspendue à son menton, noircie et durcie comme de la pierre. Le sol de la chambre n'avait pas été lavé depuis 3 jours. Les poux et les mouches faisaient partie du décor. Le vendredi, un rat du palais se fraya un chemin jusqu'au lit et grimpa sur la poitrine du roi. Celui-ci ne le remarqua pas. Il regardait le plafond et murmurait « Je ne te pardonne pas, non, non ». Le palais était désert. Seuls 2 serviteurs restaient de garde sur ordre de l'héritier, et tous 2 devinrent aveugles, à cause de la puanteur et du péché, selon les dires. Extrait d'une lettre secrète de l'intendant. Ce n'est plus un homme, c'est une créature en décomposition qui dégage une odeur qui vous déchire les entrailles. Sa chair n'est pas couverte de plaies, elle est devenue une plaie. Sa volonté est morte avant son corps. Nous avons peur de lui, il est encore en vie. D'après le témoignage d'Étienne Dulange, pas gêné, le 3e jour, je l'entendais encore m'appeler par mon nom. Il ne me voyait pas, ne savait pas où il était, mais il m'appelait. La pièce était imprégnée d'une forte odeur de moisi, de vinaigre et de sang séché. Du liquide s'accumulait sous les draps. Je le voyais suinter à travers le tissu, et il restait sur le sol, sous le lit, des traces qui ressemblaient à des algues noires. Je ne m'approchais plus. Dans le palais, tout était silencieux. Les portes des appartements du souverain étaient fermées, et seuls quelques gardes du corps de confiance avaient le droit d'entrer. Les serviteurs, chargés de monter la garde à l'extérieur, apportaient de l'eau, des couvertures et de rares décoctions d'herbes à travers un paravent. Les médecins, appelés en urgence, quittaient la cour, le visage baissé. L'un d'eux, le vieux Geoffroy de Montpellier, laissa le soir même une déclaration écrite dans la cathédrale de la ville. Ce que j'ai vu défie toute compréhension médicale. Le corps, à peine recouvert de chair, bougeait, mais ce n'était pas le mouvement d'un être vivant. C'était un amas de morts puants qui ne faisait que se faire passer pour un être humain. Ses lèvres étaient enflées et recouvertes d'une croûte semblable à de la cire. J'ai remarqué des trous sombres sur son dos, peut-être des abcès gangreneux naissants. Je conseillais de ne pas laisser le sang s'écouler, sinon il mourrait sur place. Il ne parlait pas, il gémissait, et ses gémissements résonnaient dans mes tempes, me donnant l'impression que Satan priait. L'état du souverain empirait de jour en jour. La peau de ses flancs était recouverte d'une pellicule collante qu'on changeait tous les jours en la raclant avec un couteau, mais elle réapparaissait au bout de quelques heures. Des foyers de pourriture apparurent dans les plis de la peau, d'abord dans l'aine et sous les aisselles, puis sur tout le ventre. Les serviteurs disaient que le roi bouillonnait comme une casserole de haricots. Son ventre était gonflé et rond comme un sac gonflé. L'un des cuisiniers, qui entendait des bruits provenant des appartements, jura qu'il avait entendu un clapotis, comme si l'on avait renversé un tonneau de vin aigre dans la pièce. Les rumeurs se répandaient plus vite que les tumeurs sur le corps du monarque. On disait qu'il avait été maudit pour avoir tué un berger, qu'il avait mangé la chair d'un nourrisson, qu'il avait joué aux échecs avec le diable. Les prêtres
exigèrent qu'on les laisse entrer, mais la garde du palais refusa. L'archevêque envoya 2 fois des notes demandant qu'on lui permette de se confesser, mais personne ne répondit. Le 5e jour commença par la fuite précipitée du palais de 3 femmes, la nourrice, une servante et l'une des dames d'honneur les plus âgées. Elles affirmaient que le roi était à moitié mort, que sa bouche ne se fermait plus et que du sang semblable à une bouillie sombre coulait de son nez. Selon l'une d'elles, il regardait le plafond, mais ne clignait pas des yeux. Ses yeux étaient comme ceux d'un poisson, gris, humide, vitreux. Sa langue avait tellement enflé qu'elle semblait sur le point d'éclater. Son front était fissuré comme du bois fendu, et entre ses jambes, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la mousse noire. Je ne sais pas comment décrire cela. Ce n'était pas un être humain. Le 7e jour, l'évêque de Turin entra dans la chambre. Il était accompagné de 2 moines et d'un médecin. Ils restèrent à l'intérieur un peu moins d'un quart d'heure. En sortant, l'évêque ne dit rien, mais ordonna de fermer les fenêtres de la chapelle et de commencer 40 jours de prière pour le pardon. Il refusa de bénir les appartements et déclara que l'âme du roi ne pouvait plus être purifiée. Selon lui, il n'y avait plus que de la chair à l'intérieur, pas une once d'esprit. Des ulcères apparurent sur le corps du souverain. La première apparut sur son cou, puis à la base de la colonne vertébrale. Elle dégageait une odeur nauséabonde et personne n'osait les nettoyer, à l'exception de 2 bédouins spécialement engagés contre de l'or. Ils ne parlaient pas la langue locale, ne posaient aucune question et ne se signaient pas. On leur avait simplement ordonné de nettoyer et de ne pas regarder dans les yeux. L'un d'eux s'enfuit le 3e jour. Le second mourut de fièvre un jour après avoir quitté le palais. Lorsque le roi se mit enfin à parler, personne ne comprit ses paroles. Il murmurait, toussait et parfois criait soudainement, comme s'il souffrait bien que personne ne le touchât. L'un de ses proches écrivit. Sa voix ressemble au grincement d'un tissu qui se déchire. De la vapeur s'échappe de sa bouche, même quand il fait froid dans la pièce. Il se lèche les lèvres, mais ne peut les fermer. Il appelle quelqu'un, sa mère peut-être, ou la mort. Pendant tout ce temps, personne ne savait qui dirigeait le royaume. Le conseil ne se réunissait pas, le chancelier ne se montrait pas au peuple. Certains comtes avaient déjà commencé à partir en province, se préparant à une période d'interrègne. Les soldats se tenaient aux portes, mais chaque jour, les effectifs diminuaient. Les gardes tombaient malades, se couvraient de taches. L'un d'eux mourut même devant les portes. Le peuple, devant le palais, murmurait à propos de la peste du roi. Le 11e jour, l'odeur était si forte que toute l'aile sud fut évacuée. On disait que même les rats avaient quitté les souterrains et que les chiens hurlaient la nuit. Les 3 dernières personnes qui restaient auprès du monarque gardaient le silence. Les pages avaient disparu. Les fenêtres ont été condamnées. Un voile noir a été suspendu aux portes. Officiellement, c'était le deuil de la reine-mère décédée. En réalité, c'était pour que personne ne voie le liquide épais de couleur ocre qui s'écoulait sous la porte. Le 13e jour, il se tut. Il ne criait pas, ne murmurait pas. Il ne faisait que râler. Parfois, pendant plusieurs minutes. L'un des serviteurs affirmait entendre quelque chose battre dans la poitrine du monarque, comme un moineau qui se débattait dans un sac. Son cœur battait, mais de façon irrégulière, comme s'il s'arrêtait. Sa température corporelle avait chuté, mais son front était brûlant. Aucun médecin n'entra.
Aucun ne s'approcha même. Les gardes étaient assis, le visage couvert d'un tissu. L'un d'eux, un vétéran âgé, pleura toute la nuit. Le lendemain, on le retrouva pendu dans l'écurie. Personne ne revit jamais le roi. Seule son odeur resta. Ce n'était pas seulement l'odeur de la mort. Dans les appartements, il y avait une odeur de viande avariée, de tombeaux fermés et de peur inhumaine. Les gardes ne se tenaient plus à la porte. Ils avaient été rappelés par le valet de chambre afin de ne pas faire vomir les serviteurs qui prenaient la relève de la garde de nuit. Tous ceux qui devaient s'occuper du souverain s'étaient enfuis ou faisaient semblant d'être sourds. L'un des valets, jeune, le visage enflammé et les mains tremblantes, sauta par la fenêtre de la cuisine lorsqu'on l'appela pour apporter du vinaigre et du vin dans la chambre. Les rapports indiquaient: le souverain est conscient, mais il effraie tout le monde par ses gémissements, ses râles et ses cris qui ne sont pas destinés à l'oreille humaine. Il n'était pas en train de mourir, il se désagrégeait lentement, comme si sa chair elle-même protestait contre son esprit. Ses lèvres étaient couvertes de gerçures, sa langue était devenue plus épaisse et plus sombre, comme si elle avait été ébouillantée. Une substance brune et visqueuse s'écoulait de sa bouche, dégageant une odeur de sang pourri et de graisse avariée. Le troisième jour, des bruits humides se firent entendre sous les draps, comme si quelqu'un mélangeait de l'eau avec des intestins. Le médecin de la cour refusa d'entrer. « Si j'ouvre la bouche dans cette chambre, je mourrai moi-même. » Le docteur de Renier, qui avait été amené d'un monastère situé à une centaine de kilomètres, se tenait silencieux à l'entrée et refusait d'entrer tant qu'on ne lui avait pas remis une amulette et 2 flacons de vin dilués à appliquer sur le nez. Sa description figure dans les chroniques du Conseil. J'ai vu la peau de son ventre se détacher par couches, comme un parchemin humide. Aucun ulcère ne cicatrise. Du pus coule sous ses ongles, ses doigts sont noircis. Il n'est pas simplement malade, son corps pourrit alors qu'il est encore capable de voir et de respirer. Le 4e jour, le monarque tomba dans le coma. Ses yeux se révulsèrent et l'un de ses pupilles cessa de bouger. Les prêtres proposèrent des incantations de purification, mais après que l'un d'eux se fut évanoui à cause de l'odeur et eût été pris de fièvre, les rituels cessèrent. On n'entrait dans la pièce qu'avec des chiffons sur le visage et des lampes allumées. Près du lit, on plaça un tonneau rempli de charbon de bois afin d'atténuer quelque peu la puanteur. L'archevêque, appelé pour confesser le mourant, n'osa pas entrer. Il envoya son disciple, un jeune clerc aux genoux tremblants, à qui l'on ordonna de réciter des prières de repentance à travers une fente dans la porte. L'archevêque signa lui-même un rapport. Si l'esprit du souverain n'a pas encore quitté son corps, cela signifie qu'il est emprisonné dans les enfers de son vivant. Pendant ce temps, la panique s'empara du palais. Le peuple ne savait pas si le monarque était vivant. Les marchés se vidèrent. Les soldats se tenaient silencieux aux portes, tandis que dans les cryptes, la lutte pour le trône commençait. L'un des cousins, le frère cadet de la défunte reine, réunit un conseil secret dans l'abbaye, où 3 nobles et 2 notaires avaient réussi à se faufiler. Ils discutèrent. Si le monarque mourait alors que son héritier était en exil, à qui reviendrait le sceau? Personne ne savait combien de temps il tiendrait encore. Le 6e jour, sa peau devint bleue et poreuse, comme celle d'un cadavre dans l'eau.
Un liquide jaune épais s'écoulait de ses oreilles. Note du serviteur de Juan. Il poussa un cri si fort que mon cœur se serra. Quelque chose bougeait dans son ventre, comme un ver dans un sac. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je me suis enfui en laissant tomber la bougie. Le soir même, le feu s'est propagé au rideau. Personne ne l'a éteint. Ils ont simplement fermé la porte. Extrait du rapport médical rédigé sous la pression du conseil. Son état s'aggrave. Signe de gangrène dans l'aine. Les membres supérieurs perdent leur sensibilité. Les organes cessent de fonctionner les uns après les autres. Le cœur bat probablement encore, mais de façon irrégulière. Une plaie de la taille d'une paume est apparue sur le cou, sous laquelle les tissus sont nécrosés. Quand on l'entendit à nouveau, il gémissait, doucement, comme s'il était sous terre. Les serviteurs chuchotaient « Il est déjà en enfer et ses cris nous parviennent à travers les murs. » Le 8e jour, les ambassadeurs du royaume du Nord demandèrent audience. Ils furent refusés. Le lendemain, ils quittèrent le palais et se rendirent à la forteresse du comte de Morée. Ils s'attendaient au pire. Le 2e médecin, un vieux maître herboriste, envoya un serviteur avec un mot. « Je n'entrerai pas. Je ne suis pas un charlatan. Je suis un guérisseur. Qu'on vienne me chercher quand il aura cessé de respirer. » Il respirait, par saccades, avec des râles, des sons semblables à des vomissements. Les draps étaient imprégnés de liquide. Le sol était recouvert de mucus et de pus. Des insectes rampaient sous le lit. Les chroniqueurs du palais ne notaient plus les dates exactes. Ils écrivaient simplement « 11e jour, le souverain pourri ». Et toujours aucun médecin n'était entré dans la chambre. La mort du monarque ne fut officiellement annoncée que 2 jours plus tard. Pendant ce temps, le corps continuait de suinter, même dans son cercueil de plomb. Un liquide sombre et visqueux s'écoulait d'une minuscule fente sur le bord inférieur. Les soldats qui montaient la garde devant la crypte se plaignaient d'une odeur comme si quelqu'un avait fait bouillir des entrailles dans du vinaigre. L'un d'eux a décrit dans son rapport « On dirait que ce n'est pas le corps qui a été enterré, mais une malédiction. » La panique s'est emparée du conseil. Ceux qui, la veille encore, qualifiaient le souverain d'élu, exigeaient désormais que ses restes soient brûlés. L'archevêque s'y opposa. En réponse, on glissa sous sa porte un morceau de tissu portant l'empreinte d'un pied en décomposition. On y voyait des ongles déjà noircis et en décomposition. D'après les archives, plusieurs prêtres se sont enfuis en secret vers le monastère le plus proche et ont refusé de revenir, même sous la menace d'une excommunication. Extrait du rapport du garde Jean Lecroix. Toute la nuit, on a entendu des bruits, des froissements, des grattements. J'étais sûr que c'étaient des rats. Mais au petit matin, nous avons découvert que le cercueil en plomb était couvert de bosses à l'intérieur, comme si quelqu'un se débattait à l'intérieur. Je n'y croyais pas. Mais un autre garde s'est mis à se débattre dans une crise d'hystérie, criant que le corps bougeait. On l'a emmené. Plus tard, il est mort étouffé dans son sommeil. On disait qu'il avait un cri sur le visage. Le 4e jour après la mort, il ne restait plus personne dans le château qui ait vu le défunt de son vivant. Ses portraits ont été retirés. Les sceaux ont été refondus. Tous les documents des dernières années ont été brûlés. Le conseil s'est réuni dans une salle fermée et a discuté pendant 3 jours pour désigner un successeur. Un conflit ouvert éclata entre le cousin germain et le fils de la maîtresse défunte.
L'un d'eux fut retrouvé mort, étranglé avec sa propre cape. Officiellement, il s'agissait d'un suicide. Pendant ce temps, des rumeurs commencèrent à se répandre dans tout le pays. Certains disaient que le monarque avait été empoisonné. D'autres affirmaient qu'il avait été frappé par une malédiction pour ses péchés. Un moine affirmait même que un démon impossible à chasser s'était installé dans ses appartements. Dans les villages paysans, on commença à brûler des herbes et à asperger les portes de sang de chèvre. Les gens craignaient que la décomposition du roi n'annonce une épidémie. Extrait d'une lettre du pharmacien de la ville de Tournai. Lorsque les premiers messagers sont arrivés, ils ont raconté que ce n'était pas un homme qui était mort dans le château, mais la chair même de l'État. Ils ont dit que de la vapeur s'échappait de son tombeau pendant la nuit, et que les herbes plantées à proximité avaient séché en une journée. Je ne crois pas tout, mais toutes mes teintures contre la putréfaction se sont vendues en une semaine. Les gens les portent comme des amulettes. Le 7e jour après la mort, des émeutes ont éclaté. Dans 2 villes, les auberges où vivaient des membres de la noblesse ont été saccagées. Les gens criaient « Brûlez les héritiers, brûlez les médecins !» La foule exigeait que le corps soit remis afin de s'assurer que le monarque était bien mort. L'un des officiers supérieurs eut alors une idée astucieuse. Il jeta dans le puits un morceau de tissu royal imprégné de pourriture. Cela calma temporairement le peuple, mais ne résolut rien. Au même moment, une étrange épidémie se déclara. Elle toucha d'abord les serviteurs qui nettoyaient le sol dans les appartements du défunt, puis les cuisiniers et les blanchisseuses. Les symptômes étaient les mêmes: sueur nauséabonde, plaies aux pieds, noircissement des coins de la bouche, yeux troubles. 5 personnes moururent en 2 jours. Les corps n'étaient pas enterrés, mais brûlés avec leurs vêtements. Les médecins en ignoraient la cause. L'un d'eux écrivit qu'il ne s'agissait pas d'une maladie, mais de la mort elle-même qui s'était imprégnée dans l'air, extrait d'un traité médical tardif. Nous supposons que la décomposition du corps, qui s'est produite de son vivant et n'a pas été stoppée par l'embaumement, est à l'origine d'une vapeur cadavérique particulière. Elle s'est infiltrée dans la pierre, dans les rideaux, dans le souffle. Cette vapeur était lourde, visqueuse, saturée de spores, de bactéries et d'horreurs. Elle n'a pas infecté la chair, mais l'esprit, et c'est pourquoi l'épidémie s'est accompagnée non pas tant de douleur que de peur. Le 10e jour, le château était vide. Les héritiers s'étaient enfuis. Le conseil s'était dissous. Le corps n'avait pas été touché. Il avait été laissé dans la cave. Des croix avaient été placées près du cercueil, des bougies allumées toute la nuit, et 3 moines lisaient des psaumes sans interruption. Selon la légende, l'un d'eux devint aveugle. Un autre mourut. Le 3e disparut. 2 semaines après la mort du monarque, l'anarchie s'empara du pays. Dans le nord, un imposteur se présenta, affirmant être le souverain réincarné, survivant et transformé. Ses partisans brûlèrent les scribes de la ville qui refusaient de reconnaître ses décrets. Dans le sud, une nouvelle dynastie fut proclamée, et au centre, l'armée prit le pouvoir pour la première fois dans l'histoire. Extrait d'un rapport secret d'un agent de l'Église, le peuple ne se lamente pas. Il dit que la décomposition du corps était un signe, que la chair qui avait pourri de son vivant était une punition divine. Le monarque, dont la mort n'a pas apporté la paix à la terre, n'est plus sacré. Il est devenu un symbole du péché.
Et désormais, quiconque touche à son nom est rejeté par le ciel. Un mois après sa mort, son corps fut secrètement exhumé. On dit qu'il fallait le cacher loin des gens. Mais lorsque le cercueil fut ouvert, il ne restait plus rien à l'intérieur. Il ne restait que de la boue, des lambeaux carbonisés et une légère odeur de vinaigre. Certains dirent que le corps avait disparu, d'autres qu'il avait été dévoré par les rats. Mais personne ne le rechercha davantage. On cessa d'écrire à son sujet. Il ne fut plus mentionné dans les chroniques. Ses portraits furent brûlés. Son nom a été rayé des prières.